Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Il vous est sûrement arrivé un jour, ou une nuit, à la faveur d'un moment de silence particulier, de vous entendre respirer. C'est une chose fantastique, la respiration. Ça se fait tout seul, sans contrôle permanent à chaque seconde que Dieu fait. Vous pouvez essayer de vous pincer le nez, de bloquer vos poumons. Au bout de quelques secondes, il faudra bien céder. Quelque chose de plus fort que vous, de plus puissant que votre propre volonté, vous oblige à respirer quand même. C'est fantastique. Et c'est angoissant aussi, la respiration. Qui n'a pas contemplé un nouveau-né qui dort, en surveillant anxieusement son souffle léger, si léger qu'on a l'impression, et c'est bête, qu'il pourrait s'arrêter d'une seconde à l'autre. Ça a l'air d'une lapalissade, et c'en est une. Tout ce qui vit respire. Respire. Le mot lui-même a l'air d'un souffle. Il est léger comme l'air, aussi léger que notre dossier d'aujourd'hui, pourtant lourd, très lourd de conséquences. Richard Corbett est un petit garçon bien élevé, extrêmement bien élevé. Il a 7 ans. Son père est un monsieur distingué, important et anglais. Il est diplomate. Sa mère est une jolie dame, douce, blonde et française. Richard parle français avec un accent qui fait rire ses petits camarades. Son précepteur tente de le faire disparaître, mais au profit d'un accent du Midi qui embrouille tout. Le précepteur est natif de Montpellier. Richard a aussi une grand-mère anglaise, galloise avant tout. Une vieille dame environnée de dentelles qui vit loin de Richard au pays des vacances, un pays plein de chevaux et de moutons, le pays de Galles. Richard adore sa grand-mère. Elle l'autorise de temps en temps à servir le porto au salon quand il est encore en vacances au manoir. Et c'est un plaisir éblouissant que d'attraper à 2 mains la carafe de cristal, de verser le vin doucement sans faire tomber de gouttes et d'apporter le verre jusqu'au fauteuil de grand-mère. Aujourd'hui est un jour bizarre. Maman a renvoyé le précepteur français. Richard l'a vu traverser le parc depuis la fenêtre de sa chambre. Il n'y aura pas de cours. Père est malade. La nurse a demandé à ne pas faire de bruit et de ne pas jouer avec Scotty, le chien qui boude dehors sur le gravier. La journée de Richard va être longue et triste. Sa mère ne viendra pas le voir. Depuis que son mari est malade, elle passe toutes ses journées près de lui. Le soir venu, le monde entier semble à l'envers. Sir Corbett est mort. Richard a vu pleurer sa mère, il a pleuré aussi parce qu'elle pleurait, mais il n'a pas bien compris ce que cela voulait dire, être mort. Il a demandé à la nurse, qui a eu l'air scandalisée, « Richard, il ne faut pas demander des choses comme cela. » Et puis, devant les yeux inquiets du garçon, elle a enfin répondu quelque chose. « On est mort quand on ne respire plus. » Richard s'en est souvenu longtemps. Ça l'avait frappé. Et le soir, tout seul dans son lit, il s'était bouché le nez pour voir. Mais ça n'avait pas marché. En fait, la mort de son père, c'était ce souvenir-là, le seul précis qu'il eût gardé. Mais cela l'avait impressionné car il l'avait écrit à sa grand-mère, une petite lettre chiffonnée d'une écriture hésitante, et que plus de 20 ans après, il retrouvait dans les papiers de sa mère. Après la mort de Sir Corbett en octobre 1906, Richard a vécu chez sa grand-mère paternelle, 2 ans, au pays de Galles. Sa mère avait trop de chagrin pour s'occuper de lui. Les mois ont passé, gris et froids, dans le vieux manoir anglais. Richard regrettait le précepteur français avec son drôle d'accent, le soleil de la France, et de sa mère. Quand on lui demandait s'il était anglais ou français, il répondait « comme maman ».
En 1910, enfin, il passe des bras de sa grand-mère à ceux de sa mère retrouvée dans une petite maison au soleil, à Hyères. En 1928, il y est toujours. Il a 28 ans et peu de souvenirs. L'école sans histoire, la guerre au Maroc contre les rebelles, l'affection des deux femmes qui occupent sa vie, sa grand-mère et sa mère. L'univers s'arrête là. Richard est un bon garçon. C'est le modèle des fils et des petits-fils. Il ne dilapide pas l'argent familial. Il a opté pour la nationalité française, mais reste gallois de cœur pour sa grand-mère. Il ne joue pas, ne sort pas, ne fait pas la cour aux midinettes et n'entretient aucune passion cachée. Si les certificats de bonne conduite existaient pour les grandes personnes, l'abbé Boyer, qui fréquente la maison, le lui donnerait sûrement. Maintenant, nous savons l'essentiel sur Richard Corbett, et croyez-moi, je ne vous cache rien de lui. Il ne s'agit pas d'une façade. Il ne cache pas derrière des manières de fils dévoué, de militaire courageux, et de façon un peu sévère, une âme de voyou ou de criminel. Non. Richard Corbett est beau, jeune. Il adore sa mère et sa grand-mère. Il a un tempérament doux et conciliant. Maintenant, nous allons aborder un événement dans la vie de ce garçon, un événement qui va faire de lui quelqu'un d'autre. Du moins, pensons-nous que cet événement transforme Richard Corbett. Mais au fond, peut-être pas. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Lorsque Richard Corbett, le 4 novembre 1929, a raconté cet événement devant les jurés des Assises du Var, 2 des membres de ce jury se sont évanouis. Un chroniqueur de l'époque écrit « Il régnait dans les débats une atmosphère d'émotion si intense que les assistants la supportèrent péniblement. » Si vous le voulez bien, je me contenterai donc de vous raconter cet événement par ordre chronologique en m'aidant des propres déclarations de l'accusé. En novembre 1928, Richard est près de sa grand-mère en Pays de Galles pour un séjour de quelques mois. Sa mère lui écrit régulièrement et longuement, mais la dernière lettre qu'il vient de recevoir est courte. L'écriture est hachée, inquiétante. « Mon cher fils, je ne te l'ai pas dit pour ne pas t'inquiéter, mais depuis juillet, je suis bien malade. Le docteur Valmire est venu ces jours-ci et m'a parlé d'une opération urgente. Je n'ai pas bien compris ce qu'il m'a expliqué, mais j'ai peur, et tu n'es pas là. Je deviens folle. Réponds-moi télégraphiquement. » Richard Corbett ne prend pas le temps de répondre. Il fait ses bagages le jour même et à son arrivée à Hyères se présente chez le docteur Valmire avant même de rejoindre sa mère. Le médecin hésite à peine devant l'affolement du jeune homme. Je l'ai examiné il y a quelques jours, et pour ne pas l'affoler, je lui ai parlé d'une petite opération. Mais c'est plus grave. Elle a un cancer. Richard n'est pas homme à se laisser abattre. En dépit d'un caractère doux et faible en apparence, c'est un courageux, opiniâtre même. Il prend immédiatement des décisions, fait appel au chirurgien le plus connu de la région et s'installe au chevet de sa mère. Le chirurgien déclare la maladie inopérable et parle de radium. Nous sommes en 1928, je vous le rappelle. Richard tente l'expérience dans une clinique privée. Après plusieurs séances, sa mère semble aller mieux et Richard, qui ne la quitte pas, vit d'espoir pendant quelques semaines. Pas longtemps, car la rechute est grave. Le radiologiste estime qu'il n'y a plus rien à faire. À son avis, la science a donné tout ce qu'elle pouvait. Désespéré, à nouveau, Richard frappe à toutes les portes des sommités médicales de l'époque, aussi bien en France qu'en Angleterre. Là aussi, on lui parle de radiation, de limites de la science. Sa mère est intransportable, et il cherche seul de spécialistes en charlatans de Glasgow à Paris. On essaie une ceinture électromagnétique sans résultat, bien entendu. De plus en plus, les réponses sont les mêmes autour de Richard. Il faut abandonner. Il n'y a plus rien à faire. La science est impuissante. Il n'y en a plus que pour quelques mois. L'évolution de la maladie est rapide. Madame Corbett est entrée dans une phase de douleur insupportable. Nuit et jour, heure après heure, Richard se bat contre la douleur. Il supplie le médecin de faire quelque chose. Sa mère n'est plus qu'une douleur vivante. Et le médecin répond, il n'y a plus que la morphine. Court répit. Chaque piqûre fait de l'effet, mais l'espace entre chaque piqûre se réduit bientôt de jour en jour, puis d'heure en heure.
Richard est terrorisé par les crises. Depuis 6 mois, il n'a pas quitté sa mère des yeux. Il est obsédé par sa respiration quand elle dort, enfin calmée pour quelque temps. Il se prend à souhaiter que cette respiration s'arrête pendant son sommeil. Il la guette curieusement, cette respiration, désespérée, et soulagé en même temps de la voir reprendre éternellement son rythme saccadé, comme si la vie se moquait de la douleur endormie, prête à hurler de nouveau. Le 7 mai 1929, Richard est épuisé. Plus rien ne calme sa mère, qui gémit sans interruption dans une sorte de coma douloureux. Elle ne le reconnaît même plus. Quand elle ouvre les yeux, c'est pour supplier sans le voir. Quand elle parle, c'est pour supplier sans l'entendre. À l'approche de la nuit, Richard n'en peut plus. Il sait que les nuits sont encore plus pénibles pour sa mère que les journées. Il sort et marche dans la ville pendant près de 2 heures. Il a une idée fixe en tête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Personne ne peut l'aider. Le médecin ne délivre la morphine qu'à petite dose, inutile. Le prêtre parle de la volonté de Dieu. À grandes enjambées, Richard arpente les trottoirs de la ville endormi. Il est minuit passé. S'il rentre maintenant, ce sera pour entendre les plaintes, les supplications. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. À 1 heure du matin, Richard est calme. Sa décision est prise. Une double décision. Il rentre à la maison. Il prépare pour sa mère un concentré de narcotiques, du Dial-Sida à très forte dose. Il faut d'abord qu'elle dorme. Puis, il prépare un autre verre pour lui du même narcotique. Il cale la malade sur ses oreillers et la fait boire lentement. Il boit lui-même, puis s'assied près d'elle et attend, droit sur sa chaise. À 2 heures du matin, la respiration de sa mère est profonde, presque calme. Ses traits légèrement détendus. Elle dort. Richard se lève. Il gagne sa chambre et prend son revolver qu'il arme. De retour au chevet de sa mère, il appuie doucement le canon sur la tempe et tire, à bout portant. Cela, c'était la première partie de sa décision. Richard était encore lucide. Mais le choc de l'acte accompli et les narcotiques l'abrutissent complètement. Il raconte. « J'ai failli tomber. Je me suis agrippé au cadre de la porte. J'avais l'impression que des fourmis glacées montaient le long de mes vertèbres, jusqu'à mes cheveux. J'étais dans le couloir, houleux. Les murs bougeaient, les lumières étaient floues. Je n'arrivais pas à fixer les choses. J'ai dû tomber par terre et y rester longtemps. À l'aube, je suis retourné dans la chambre. Je l'ai regardé. J'ai ramassé le revolver et j'ai tiré sur moi. Le coup était bien dirigé, en pleine poitrine. Richard est tombé sur le lit de sa mère. C'est un rescapé que l'on juge devant les assises du Var. La balle a frôlé la pointe du cœur, perforé le poumon et s'est logée sous l'omoplate gauche. Pendant sa convalescence à l'hôpital d'Hyères, Richard Corbett a écrit une longue lettre au journal Le Matin qu'il a publiée le 29 mai 1929 sous le titre « Pourquoi j'ai tué ma mère ». Ce document qui figure dans les pièces de notre dossier est un plaidoyer en faveur, je cite, « des martyrs auxquels la loi devrait accorder le droit de la mort libératrice ». Richard Corbett y demande aux médecins la création d'une sorte de conseil supérieur destiné à prendre ce genre de décision. Il estime en effet que seule la médecine est capable de trancher et qu'il est inhumain de laisser décider seul un individu isolé. L'affaire Richard Corbett s'est déroulée en 1929, il y a donc près d'un demi-siècle de cela.
Et vous le savez, l'actualité ces jours-ci s'est emparée d'un autre dossier. La plupart de nos magazines publient cette semaine la photo d'une jeune Américaine de 21 ans, Karen Ann Killian. Cette jeune étudiante est dans le coma depuis 6 mois, et ses parents, vous le savez, ont demandé à la justice du New Jersey de leur accorder un droit, celui de laisser mourir leur fille. Or, le juge, Robert Muise, en rendant son verdict, vient à nouveau de refuser une décision judiciaire en répondant « c'est à la science de trancher ». Ainsi, malgré les progrès réalisés en 50 ans, il semble bien que l'euthanasie ne soit toujours pas une affaire de justice. Souvenez-vous, en novembre 1962, le fameux procès de Liège, une jeune femme avec l'aide de sa mère, de sa sœur, de son mari et de son médecin, cette jeune femme qui avait empoisonné elle-même sa petite fille, un bébé de quelques semaines, à l'aide d'un biberon empoisonné. Pourquoi? La thalidomide. Inutile de vous rappeler les visions d'épouvante liées à ce nom. La cour de Liège acquitte la famille et le médecin. Souvenez-vous, en 1973, une femme médecin hollandaise qui tue sa mère d'une dose massive de morphine. Dans ces cas-là, la justice admet ce qu'elle appelle le meurtre par compassion. Et lorsqu'il y a condamnation, ce sont la plupart du temps des condamnations de principe. Mais la loi, dans tous les pays du monde, n'en est pas modifiée pour autant sur le fond. Seule la forme s'adapte tant bien que mal à ce que pense au fond de lui Monsieur Tout-le-Monde. On parle d'exception, bien sûr, de morts vivants revenus à la vie après des mois ou des années de désespoir. Par exemple, ce grand physicien soviétique sorti miraculeusement d'une mort clinique après plusieurs mois et qui vécut 4 ans en pleine possession de ses moyens intellectuels, alors que tout laissait supposer des lésions graves. Mais qui dira l'extraordinaire effort de science et d'argent déployé par les soviétiques pour récupérer ce cerveau important? Ces moyens, bien sûr, ne sont pas à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. Et Monsieur Tout-le-Monde continue de se poser la question en assistant depuis 1 mois à ce genre de déploiement gigantesque de la science pour un chef d'État européen. À quoi ça sert? Bien sûr, il y a d'autres Monsieur Tout-le-Monde qui résistent toujours dans l'exception et contre vents et marées. Il y a cette maman de France qui lutte seule auprès de son fils depuis 1959. Il y a cette autre Américaine depuis 34 ans au chevet de sa fille et cette autre depuis 20 ans. C'est que la mort n'est plus ce qu'elle est. La mort n'est plus ce que l'on expliquait au petit Richard Corbett qui demandait au début de ce siècle « C'est quoi quand on est mort ?» C'est quand on ne respire plus. La mort aussi est devenue compliquée. Il y a ceux qui ne respirent plus et qu'un poumon d'acier sépare de la mort, ceux dont le cœur ne bat plus et qu'un stimulateur cardiaque entretient, ceux dont le cerveau est mort mais qui respirent encore, spontanément. Et il y a les médecins, de grands médecins qui disent « L'euthanasie, cette mort douce, il faut la pratiquer mais ne pas la permettre, ne pas en parler. » Et ce n'est pas de l'hypocrisie de leur part, mais de la pudeur, tout simplement. Dans un monde où la mort n'est plus naturelle, où l'instinct de conservation n'a plus de règles établies, que reste-t-il? Sinon, la pudeur. Cette pudeur si difficile à préserver dès que l'on parle de justice et qu'on réclame des lois. Nous n'avons pas, quant à nous, la prétention d'émettre une opinion. Il nous a semblé que ce dossier exceptionnel et mince, qui ne demanda en 1929 qu'1 heure de délibération aux 12 jurés des assises du Var, méritait toutefois de figurer dans cette série, car il n'a d'exemplaire justement que son effrayante simplicité. Richard Corbett fut acquitté. Ce n'était pas un homme exceptionnel dans une époque exceptionnelle. C'était un homme simple, courageux, qui aimait sa mère, et qui a tenté de supporter le quotidien devenu lentement exceptionnel. Il n'a pas pu. Il a voulu décider, et il n'a pas supporté non plus sa décision. C'est seulement cela qui peut nous faire réfléchir. C'est seulement cela qui, à nos yeux, méritait d'être rappelé. Rien d'autre. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1.
Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.